plus t'augmentes le prix, plus ton taux de closing monte. Qu'est-ce qui fait qu'il n'en est toujours pas là où il devrait être aujourd'hui? J'ai pu générer grosso modo entre 10 à 15 millions de chiffre d'affaires pour des grosses banques et assurances en Suisse. La vente, elle commence avant l'appel. Tous les matins, on avait le loup de Wall Street, j'ai regardé peut-être 300-400 fois. Pour moi, c'est primordial de closer sans script aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui avec Sabjin, épisode autour de la vente, du sales. Pour hook un peu, je vais dire quelque chose qui est très peu vu, surtout sur le marché. C'est que tu as closé plus de 50 millions d'euros de deals sur je sais pas combien d'années, tu peux nous dire un peu? Sur 5 ans, on va dire 5-6 ans maintenant, ouais. Donc énorme expérience en vente, c'est ça qu'on va ramener aujourd'hui, c'est de la vraie expérience, pas quelqu'un qui est closer depuis 2 jours et qui va un peu nous expliquer la vie. Là c'est le but. Est-ce que tu peux te présenter un peu, expliquer toi ce que tu fais au quotidien? Ouais, déjà merci de m'avoir invité, Clovis. Bonne année, meilleurs vœux, 2026. On va essayer de prendre les bonnes résolutions. Comment est-ce que je peux essayer de me présenter? Tu sais quoi, on va le faire de la manière la plus concise possible. J'ai quand même commencé par mon parcours scolaire parce que il a été assez chaotique. J'ai fait 5 lycées, je me suis fait virer de 4 lycées à cause de soucis comportementaux. Et puis en fait, j'ai commencé la vie active à 18 ans. Je suis allé sur Indeed, j'ai cherché un job en Suisse parce que je suis frontalier. Et puis j'ai trouvé un job en tant que démarcheur téléphonique, donc sur le cold call. Et puis j'ai commencé en vendant des produits d'assurance vie, des produits financiers, comme des comptes, du private equity, etc., des produits étatiques. Et puis c'est comme ça que j'ai pu générer grosso modo entre 10 à 15 millions de chiffre d'affaires contractés pour des grosses banques et assurances en Suisse. Et c'était, on va dire, calculé sur une échéance, donc sur toute une durée de vie active. Et donc, 50 millions de cash contractés. Pour moi, c'est pas forcément une perf, tu vois, connaissant l'industrie dans laquelle j'étais. Mais ouais, je me suis arrêté de compter à 50, en tout cas, Clovis. En tout cas, c'est quand même une énorme expérience, surtout quand je la ramène à l'infoproduit aujourd'hui. Et en fait, c'est que tu as un back-end qui était dans un domaine qui t'a vraiment formé, qui t'a vraiment appris des choses. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est une expérience qui t'a permis d'être bien meilleur dans ce que tu fais actuellement? Ouais, 100%. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé en tant que démarcheur téléphonique, j'ai été éduqué à la Loup de Wall Street. Donc ça veut dire que je venais à 8h du matin au bureau. Et puis, en fait, pendant 1 heure, on faisait notre lead sourcing, on faisait nos contacts, on faisait notre scrapping. Et de 8h à 9h, tous les matins, on avait le Loup de Wall Street. Donc, j'ai jamais regardé le Loup de Wall Street à plus d'1 heure, 1h10. Pourtant, j'ai regardé peut-être 300-400 fois. Parce que tous les matins, on avait ça. Et j'avais vraiment ce endoctrinage Loup de Wall Street, sales, on va dire, pur et dur. Et ouais, parce que finalement, le cold call, le porte-à-porte, c'est pour moi les meilleures écoles de vente, à 100%. C'est là où vraiment t'aiguises tes lames, on te forge de manière pure et dure. Ok. La vente, c'est un truc qui fait un peu peur à beaucoup. Y en a qui préfèrent, faire une bonne offre, faire toutes les choses. T'as pas besoin d'être vraiment dans le relationnel parce que la vente, tu te confrontes à un autre humain. Tu dois un peu porter tes couilles, honnêtement. Et est-ce que tu penses que t'as des trucs qui t'ont aidé, toi, à passer cette barrière-là et justement être beaucoup plus à l'aise en vente? Ouais, alors, je pense que la vente, il y en a qui disent que pour certains, c'est inné. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir coacher, développer des sales teams. Et puis, j'ai vu que c'est très, on va dire, cosmopolite, c'est multiculturel. Tu peux avoir un roux, un brun, un noir, un blanc, un beige. Tu verras que de toute façon, c'est ce qui consolide une bonne sales team parce que, par exemple, profil comme toi pourra attraper un client que moi, par exemple, je pourrais pas attraper. Et qu'est-ce qui m'a vraiment aidé à pouvoir justement surmonter un peu ces peurs? C'est de me dire que je vais profondément aider les personnes que j'ai en face de moi. Alors que quand tu passes ton premier appel ou quand tu toques sur ta première porte ou quand tu prends ton premier appel de closing, tu as toujours une petite boule au ventre et c'est ok. Je pense qu'on vient pas avec ça dans le sang. Mais ouais, c'est d'être profondément convaincu que j'aide les personnes et que j'arrive à, de par un échange avec eux, prendre une tournure drastique dans leur vie, quoi. Enfin, leur faire prendre une trajectoire drastique dans leur vie. Donc je pense que c'est aider les gens, genre, côté humain à 100%. Ouais. Donc ça passe par closer pour une bonne offre ou alors avoir soi-même une bonne offre parce que si tu closes pour la merde, c'est sûr que ça se reverra dans ce que tu fais ensuite. 100%. Après maintenant, tu verras que quand tu rentres dans la vente, t'es pas vraiment conscient du produit que tu vends. Okay. On essaie de t'enjoliver un peu la chose, tu te rends compte qu'au final t'es dans un monde de bisounours et puis après tu te rends compte que t'es dans un putain de monde de requins. Donc on essaiera toujours de te dire qu'au départ ce que tu vends c'est le meilleur des produits, mais en tout cas il faut que t'en sois convaincu, quoi. Si t'es pas convaincu de ce que tu vends, ce sera pas convaincant. Ok, je vois clairement.
Là, les gens qui nous écoutent un peu, c'est plutôt des personnes qui veulent closer pour eux encore. Je pense qu'il y a quelques closers dans le lot, mais ça pourrait aussi beaucoup les aider. Et pour toutes ces personnes-là qui veulent justement augmenter leur taux de closing, aujourd'hui, on voit beaucoup de 35, 30%, 40% aller. Et on se dit que c'est super. Toi, est-ce que tu as des stats un petit peu plus hautes et est-ce que tu aurais des conseils justement pour améliorer ce taux-là? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai commencé par le cold call. J'ai vraiment commencé par le démarchage téléphonique. Donc j'ai fait 6 ans en tant que sales actuellement. J'ai fait du cold call, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait du closing, j'ai fait du B2B, du B2C, du corporate ou non. Et j'ai fait plusieurs secteurs d'activité aussi. C'est ce qui m'a permis de comprendre que la vente, elle était, on va dire, elle était internationale, elle dépassait les frontières, surtout sur les leviers psychologiques. Et ce que je veux dire par là, c'est que ouais, j'ai fait secteur automobile, immobilier, assurance, banque, produits financiers, recrutement, énergie renouvelable, digital et infoproduits depuis 2025 maintenant. Et si j'oublie pas ce que tu m'as posé comme question, tu m'as dit, est-ce que tu aurais Des des stats? conseils Ouais, pour ouais, justement- moi, en fait, moi, le closing dans ce qu'on fait dans l'infoproduit, c'est ce qu'on appelle de la vente transformationnelle. Donc il faut comprendre que pendant cet appel-là, il faut prendre vraiment un revirement justement de shift mental avec la personne qui est en face de nous et du moins il faut lui faire comprendre que il faut qu'elle soit maintenant apte à prendre des décisions différentes qu'elle a prises jusqu'à maintenant. Et ouais, bah moi je suis sur une offre aujourd'hui où je close pour slash avec Keo. Je suis sur un taux de closing qui est entre 75 à 80 85%, mais après c'est aussi l'autorité de Keo qui m'aide pas mal là-dessus, ouais, c'est sûr. Intéressant de fou. Ouais, justement, tu parles du fait que le contenu, l'autorité, etc. La vente, elle commence avant l'appel. Souvent, on dit ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter, justement, que ce soit via les formats longs, via une omniprésence comme Keo le fait avec le clipping ou quoi. Est-ce que tu as vu dans ton parcours, avec différentes personnes que tu as pu taffer, quand il y a du contenu ou alors quand ça vient d'ads, le closing est différent? Merci beaucoup de regarder cet épisode avec Sabine. Aujourd'hui, on a donné full value sur la vente et je pense que vous allez pouvoir en tirer beaucoup de choses. Donc, regarde vraiment jusqu'à la fin. Très important aussi que tu t'abonnes pour tomber sur tous les prochains épisodes. Et si jamais tu veux scale ton business grâce au podcast et au format long, n'hésite pas à réserver un appel sur le premier lien en description. On tracera directement la roadmap qui va te permettre sur 2026 d'attirer des leads même quand tu dors grâce au contenu organique. Ouais, après moi ce que je te dis Clovis, c'est que j'ai vraiment été éduqué à la dure. Donc moi le but de base que je faisais quand j'ai commencé, c'est que je démarchais justement des tiers, des privés, des salariés pour leur vendre un contrat d'assurance vie. Évidemment. Donc moi j'appelais une entreprise, je ne connaissais ni le nom, ni le prénom, ni l'âge, ni quoi ou qu'est-ce le poste de la personne qui allait me répondre. Et je devais lui vendre ou du moins lui proposer un rendez-vous pour derrière déboucher à une assurance vie. Donc moi en fait, ce qui peut paraître compliqué aujourd'hui dans l'infoproduit, bah, moi je l'ai fait pendant 4-5 ans tu vois avant. Évidemment. Et ça m'a jamais paru compliqué en fait. Moi j'ai jamais eu des leads entrants, je savais même pas ce que c'était d'avoir du coup d'investir en marketing, en des ads avant. Enfin, moi je partais à la chasse ou alors je plantais la graine et puis je devais laisser germer et derrière récolter, manger le fruit. Donc pour moi en fait ce qui est compliqué aujourd'hui dans l'infoproduit, bah, c'était quelque chose de logique et sensé jusqu'à maintenant. Donc oui, je comprends que sur un trafic froid et un trafic chaud, il y a quand même une grosse différence. Mais au final, si on part du postulat durant un appel de closing que avant de prendre le call, tu dois dire j'essaie de déterminer, on va essayer de déterminer ensemble avec le prospect quel est le pattern qui fait qu'il est encore bloqué dans sa situation actuelle. Peu importe la niche, finalement, bah, tu vas réussir du coup à closer généralement. Si tu as réussi avec cette personne-là de déterminer quel était le pattern qui faisait qu'il était encore putain de bloqué dans sa situation actuelle. Bien sûr. Ok, je vois. Ouais, donc c'est pas quelque chose qui te fait peur ou quoi parce que t'as tellement d'XP et que du coup c'est quelque chose auquel t'es habitué quoi. Ok. Et justement le code call, ce par quoi t'as commencé, pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça fait encore sens ou que aller sur de nouvelles stratégies et justement essayer d'avoir de la lead génération entrante, c'est plus Ouais, facile? enfin, est-ce que ça fait sens? Est-ce que de se faire forger en vente, ça fait sens? Oui, à 100%. Est-ce que c'est l'une, voire la meilleure école de vente? Oui, à 100% avec le porte-à-porte. Donc, le cold call, ça reste quand même le canal d'acquisition le plus direct en B2B. Donc, tu as des réponses binaires, c'est soit oui, soit non, mais au moins t'es calé, non pas envoyer des mails, du mass message ou quoi ou qu'est-ce, et puis bah, t'attends de voir. Mais ouais, c'est la manière aussi d'avoir des informations qui sont dites informelles, parce que bah, du coup, tu dis pas les mêmes choses à l'oral qu'à l'écrit. Tu peux pas te permettre, justement, d'un point de vue déontologique, parfois, de stipuler les mêmes choses. Mais ouais, ça reste le canal d'acquisition qui, pour moi, est le plus puissant avec le porte-à-porte aujourd'hui, à 100%. Ok, parce que ouais, c'est quelque chose qui a beaucoup ralenti, si je me trompe pas. Il y a moins de gens qui le font aussi, peut-être parce que les entreprises sont sursollicitées et qu'il faut du coup amener quelque chose de différent. Et parce que justement, les gens n'ont peut-être pas les bonnes stratégies en vente, on y reviendra aussi Ouais. sur ces différents aspects-là. Mais super intéressant de voir que pour toi, c'est encore quelque chose qu'il faut foncer, quoi, sur lequel il faut foncer.
Ouais, enfin, c'est sûr que la manière de faire change et rechange parce que c'est comme dans l'infoprenariat, le marché devient de plus en plus conscient, aware et s'éduque. Mais c'est quoi le meilleur moyen que quand tu lances un business, par exemple une agence SMMA ou alors d'ADS, de pouvoir contacter des clients directement, c'est par le biais du téléphone, hein, automatiquement. T'as une bien meilleure proximité qu'en DM ou quoi, à aller envoyer sur LinkedIn comme beaucoup le font. Ok, je vois. Maintenant, pour revenir vraiment sur des choses un peu plus concrètes, en appel de vente, etc. Toi, t'as parlé de biais psychologiques tout à l'heure. Lesquels sont les plus importants selon toi? Wow. En fait, ce qui est bien, c'est que la vente, il y a plusieurs écoles. Moi, je close de manière ultra non conventionnelle quand d'autres personnes vont closer de manière conventionnelle. Pour moi, le biais psychologique le plus important, si on parle en closing, tu m'as dit. Ouais. En closing, ça restera quand même potentiellement le levier de l'urgence. Mais que maintenant on arrive à du coup faire ressurgir d'une manière différente. Avant, méthode vraiment sales, US et tout, loup, c'était vraiment le côté pression externe ultra shark, comme certaines personnes aujourd'hui le font, on peut appeler ça du hard close, mais on peut apprendre aujourd'hui à du coup faire surgir cette pression interne et du coup ce levier d'urgence là, mais pour moi ce sera l'urgence, en grande partie parce que sans urgence il passera pas à l'action. L'urgence, enfin le levier de l'urgence et le levier aussi de l'humain, de la sympathie, de l'empathie. Ok. Parce que la personne a beau être convaincue, si jamais il n'y a pas l'urgence, justement, elle pourra elle pourra se dire qu'elle passera à l'action dans 3 mois et au final, dans tout ce temps-là, elle va se déchauffer, etc. et elle passera jamais à l'action. Ok. Exact. Et c'est pour ça que je me permets, Clovis, c'est pour ça que si durant un closing, en fait, tu te dis qu'à chaque fois, en fait, c'est tritefact. Donc, il faut que tu puisses te rendre compte ou lui faire rendre compte que sa situation, elle est ultra douloureuse et s'il rationalise, c'est mort, que tu lui prennes la responsabilité pleine de la situation actuelle dans laquelle il est au vu de tous les actes qu'il a causés par le passé et aussi du coup qu'il s'engage pleinement à avoir un shift mental et être une personne différente de laquelle il était jusqu'à aujourd'hui, parce que si tu fais des causes similaires, tu auras des conséquences similaires. Donc si tu arrives à bien comprendre qu'il a une situation qui est plus que problématique, même s'il a 19 ans aujourd'hui, qui touche 2800 € par mois, il faut qu'il se rende compte au final que sa situation, elle est putain de problématique. Si c'est pas le cas et qu'il rationalise trop, next, ou alors faut le challenger, faut le call out, ou alors faut juste tout simplement lui dire que on n'est pas aligné, on pourra pas aller de l'avant, parce que c'est pas ce genre de profil là qui va réussir, parce qu'il va pas avoir du coup le sentiment de sortir de cette posture de confort. Et puis si derrière il a compris que c'est sa pleine responsabilité aussi, il va se rendre compte que finalement tout est à cause ou grâce à lui, et s'il prend l'engagement de changer, tu verras qu'à la fin il n'y aura même pas d'objection, et puis il sera juste en mode go, let's go. Très intéressant, ok. Et sur ces différents leviers psychologiques, comment est-ce qu'on les active concrètement chez les personnes? En fait, moi pendant 5 ans, tu vois, c'est ce que j'ai fait, ce que je t'ai expliqué. J'ai fait énormément d'industrie. Au final, je me rendais compte que j'arrivais à prendre des rendez-vous, alors à closer ou alors à signer des deals. Pourquoi ? Parce que tout repose sur les leviers psychologiques, sur les principes premiers, des vérités qui sont immuables depuis la nuit des temps. Et moi, c'est un théologue qui m'en a rendu compte, donc tu vois, rien à voir. Et il m'a expliqué que pendant un appel de vente ou quoi ou qu'est-ce, j'arrivais à actionner des leviers psychologiques, mais que je m'en rendais pas forcément compte. Donc je me suis dit, mais c'est finalement peut-être inné, et en prenant du recul, je m'écarte un tout petit peu de la question. Je me suis juste rendu compte que en fait ces leviers psychologiques là, je les ai eus du fait que ma mère m'a parlé toujours de manière ultra deep, ultra émotionnelle. Bien sûr que c'était backé par le rationnel, mais comment est-ce qu'on les active ? Pour ma part, je te dirais que c'est inné, sinon ça passe par la pratique à 100%, tu vois, ça passe que par la pratique, et de comprendre justement qu'après chaque phrase que tu dis, t'arrives à l'emmener là où est-ce que tu veux aller, et puis tu comprends que y a un pattern où il y a une respiration, où il y a un temps d'arrêt, ou alors il y a une réflexion que la personne justement a, et c'est d'avoir l'auto-jugement, l'autocritique, l'introspection, de se dire ah ok, quand j'ai dit ça, cette personne-là elle a réagi de telle manière. Donc ça passe par de la réécoute d'appel, ça passe par du feedback, de l'introspection, pour comprendre comment on arrive à actionner ces leviers psychologiques. Il y a des patterns, quoi, ça s'apprend pas rapidement, mais ça s'apprend. Intéressant, ouais. Donc la pratique à 100%, ok. Ouais. Il y a un point que tu dis beaucoup, justement, toi t'as pas forcément un framework dans ce que j'entends ici, toi t'es plutôt sur des principes premiers, etc. Est-ce que tu penses qu'utiliser le truc qu'on voit par exemple Closer ou ces différentes choses, c'est encore quelque chose d'utile, ou c'est plutôt se baser sur les principes premiers, sur des choses vraiment plus profondes que ça ?
si tu restes sur des choses basiques, tu vas avoir des conversations qui seront basiques avec les personnes qui seront en face de toi. Et puis les personnes qui sont en face de toi, généralement, elles sont pas encore passées à l'action, ou alors elles sont du moins déjà passées à l'action. Mais bref, il faut qu'elles aient une personne en face, ou alors une conversation avec une personne en face qu'elles ont jamais eue dans leur entourage, ou alors dans d'autres appels de vente qu'elles ont prises. Donc pour moi, ça reste quand même primordial de toujours avoir des conversations qui sont différentes avec chacun de nos prospects. Et pour ce faire, il faut que tu puisses déterminer chacune de ces nuances de sa situation actuelle et désirée. Mais pour ça, il faut que t'aies pas une structure qui soit rigide, mais beaucoup plus flexible, ou alors tu as quelques piliers fondamentaux qui vont pas, on va dire, être modifiés. Mais ouais, pour moi, c'est primordial de closer sans script aujourd'hui, et juste de déterminer quels sont les patterns vers lesquels tu dois passer pour que du coup tu le responsabilises, tu l'engages, et puis tu lui fais rendre compte que cette situation elle est ultra problématique, mais ouais. Ok, très intéressant. Et un point que tu as pu observer, je pense, surtout sur cette année en travaillant avec justement des infopreneurs, etc. Est-ce que tu as vu que le prix, plus on l'augmente, plus le taux de closing baisse, ou est-ce que c'est pas forcément proportionnel? Et ça, c'est quelque chose que je me demandais, parce que y a beaucoup de gens qui se disent si j'augmente mon prix, je vais plus rien closer. Mais pour moi, plus tu augmentes le prix, plus ton taux de closing augmente, parce que la valeur perçue est différente. Tu vois, nous, pour Keo, par exemple, au niveau de l'accompagnement, on close à 3K. Il y a certaines personnes qui voient qui se disent, mais c'est quand même pas, c'est pas assez cher, tu vois. Potentiellement que si on était à 5, 6, 7K, on aurait un taux de closing qui serait plus élevé. Maintenant, après, sur le taux de cash collecté, contracté, c'est encore autre chose. Mais plus le prix est élevé, plus la valeur perçue augmente, et plus la personne, elle se sent, on va dire, à même à investir que si c'était un truc à 1500 €, ouais, à 100%. Donc moi, je suis plus, on va dire, je pars plus du postulat à me dire que si on augmente les prix, le taux de closing peut aussi augmenter. À 100%, ouais. Ok, Ouais, 100%. tu sélectionneras mieux tes clients, tu auras que les personnes qui ont vraiment le budget, et tu pourras plus délivrer de valeur, donc augmenter vos prix. Et ça, c'est un gros challenge que j'ai eu avec certains infopreneurs. Des discussions où vraiment pendant un call on arrive à avoir un shift mental ensemble, où la personne ne se sent pas légitime à l'idée de justement pricer 1,5 fois, 2 fois plus parce que X, Y et Z. Mais finalement, ce que j'aime bien dire, c'est que l'argent est une commodité. Tu vois, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, ça a été acheté, ça a été fait par l'argent, on va dire ça comme ça. Donc tout le monde a de l'argent. Même une personne, si en fin d'appel, elle te dit qu'elle a 100 € sur le compte, elle peut faire un prêt, elle peut faire un crédit, même si c'est des choses que j'apprécie pas. Elle peut demander à sa grand-mère 20 000 €, comme j'ai pu le faire pour closer un deal à 20K, même si c'est pas forcément ce que j'apprécie et c'est pas ce que j'encourage à faire. Mais en tout cas, ouais, augmente le prix, ta valeur perçue sera plus élevée, et puis au moins tu seras plus sélectif avec les personnes que tu voudras bosser, c'est une certitude. Bien sûr. Ok, très intéressant. Maintenant, pour tout ce milieu-là, moi, un truc que tu m'as dit un petit peu hier ou quoi, c'est qu'il y avait beaucoup de clowns, de personnes qui n'avaient pas forcément d'expérience dans ce milieu du closing. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du marché actuel? En fait, moi, quand je suis rentré dans l'infoproduit, je me suis dit qu'il y a une faille. Il y a une faille parce qu'il y a juste à écrire vente, cold call ou alors closing sur les réseaux, sur TikTok et sur Insta, et tu vois qu'il y a vraiment pas de concurrence. Il y a vraiment pas de concurrence, et aujourd'hui les gens ont la peur de justement, ont ce syndrome de l'imposteur de pouvoir montrer ce qu'ils font, alors que si plus de personnes le feraient, il y aurait beaucoup plus de concurrence sur le marché. Mais je dirais pas forcément que c'est des clowns, parce que du coup ils ont le courage aussi d'entreprendre, de bouger les choses. Mais je dirais juste que ce que certaines personnes aujourd'hui font depuis 3 ans, moi, je peux l'apprendre en 3 mois. Tout ce qui est système, tout ce qui est process, tout ce qui est script, tout ce qui est analogie, tout ce qui est reframe, tout ce qui est traitement des objections, c'est des choses qui peuvent s'apprendre même aujourd'hui grâce à l'IA, en s'exerçant grâce à l'IA. Ce que moi, j'ai fait du moins pendant 3, 4, 5, 6 ans, eux, ils ne peuvent même pas le faire pendant 3 mois. Ils ne peuvent pas tenir dans cette industrie-là pendant 3 mois. Elle est là la grosse différence, tu vois. C'est que eux, pour faire ce que moi j'ai fait en 3 ans, il faudrait peut-être qu'ils prennent 6, 7, 8 ans, et encore, parce que j'ai eu la chance d'être bien managé, bien éduqué, où le feedback il était plus que constant durant et après chaque appel. Mais ouais, c'est juste de se dire qu'au final, est-ce que c'est des clowns? Non, pas forcément, mais c'est sûr que moi j'étais dans les tranchées, j'avais la baïonnette entre les mains, et puis j'y allais vraiment. Donc c'est une question on joue pas au même jeu, en fait. C'est ce que je veux dire quand je rentre dans l'infoproduit, que je me dis qu'en fait, s'il y a une putain de faille dans le système, c'est que moi, quand je rentre dans ce marché-là, au bout d'1 mois, 2 mois, je bosse déjà avec Keo, je savais même pas c'était quoi le closing avant. Je suis top performer, je close 80-85% de tous ces deals, je close sur des offres à 3K, 10K, 30K. Et puis je me dis que finalement, ouais, en fait, mon expérience terrain est beaucoup plus deep que ce que eux ils ont appris avec des formations coaching à 4-5K.
Ouais, bien sûr. Ok. Et justement, toi, tu as un objectif dans cette industrie de l'infoproduit, que ce soit lancer, toi, des teams pour des gens, continuer de développer ça. Ouais, 100%. Donc, on a déjà commencé. J'ai déjà commencé avec 2 infopreneurs, donc en tant que head of sales. L'idée, c'est tout simplement de mettre mes process, systèmes, automation que j'ai pu justement ingurgiter sur ces 3-4 derniers mois pour augmenter drastiquement le taux de show-up, pour du coup apporter un bon nurturing et pour aussi du coup que je puisse ramener des sales pour développer en compétences les gars, pour analyser les métriques, les KPI, etc., pour que je puisse du coup piloter, on va dire, et sortir de l'opérationnel infopreneur et augmenter, optimiser en tout point, que ce soit la compétence des gars, que ce soit les analytiques. Et puis, ouais, le goal, ça serait que sur cette année 2026, je puisse collaborer avec un créateur par mois. Je vais me brider au moins un créateur par mois. Je m'assure de surdélivrer déjà mes premiers infopreneurs avec qui je bosse main dans la main. Et ouais, ça serait la vision de Q1, Q2 au moins, ce serait de prendre pas mal d'infopreneurs sous le coude et puis de leur montrer finalement qu'une conversion, on va dire, plus qu'optimale peut drastiquement augmenter un taux de cash collecté aussi, et aussi du coup un chiffre d'affaires sur son infoproduit. Très bien. On va parler juste après de la montée en compétences que tu as un peu évoqué, mais juste avant, tu parlais des data qui sont omniprésentes quand même dans la vente. C'est quelque chose qui est très important. C'est un game de chiffres, honnêtement. Après toute cette partie humaine, il faut beaucoup traquer pour comprendre où est le problème. Toi, c'est quoi les data que tu dirais qu'il faut traquer en priorité dans la vente? Mais de toute façon, ça serait pour la faire de manière ultra concise, ça serait déjà le taux de show-up, obligatoirement. Taux de show-up, taux de closing, taux de cash collecté, ce sera la base déjà. Si déjà tu as ces 3 métriques-là, c'est amplement suffisant. Maintenant, tu peux redescendre sur le taux d'appel booké, sur même encore avant, derrière. Mais moi, je préfère juste me positionner déjà sur la conversion du leads pur et dur et non pas parler du cycle juste avant, on parle d'acquisition, etc. Mais ça serait taux de show-up, taux de cash collecté / contracté et aussi taux de closing. Si juste déjà tu as ces 3 métriques-là et que tu les suis, c'est amplement suffisant pour du coup tout simplement augmenter les stats. Maintenant, tu peux traquer aussi des datas comme du coup, est-ce qu'à la fin il te donne une objection logistique, une objection peur, une objection partenaire. Il y a énormément de choses à traquer là-dessus. Mais en premier lieu, ce sera déjà le 20-80 sera de faire ça, ouais. Très bien, ok, super. Il y a la première objection, la première data dont tu as parlé plutôt, c'est une qui pour moi est un peu sous-cotée et qui est un peu mise à l'écart alors qu'elle est pour moi très importante et elle va refléter sur tout le reste. Comment est-ce qu'on augmente aujourd'hui son taux de show-up dans le game de l'infoproduit? Comment est-ce qu'on augmente notre taux de show-up? C'est vrai que pourquoi elle est super importante, parce que si tu vois 2 fois plus de personnes, t'es potentiellement enclin à closer 2 fois plus, donc avoir un CA x2. Comment est-ce qu'on augmente son taux de show-up? Je pense que ça passe par un bon setting aussi. Généralement, ça dépend aussi du funnel par lequel il passe, mais si les personnes se font setter en call, ça passe par un bon setting parce que cette personne reste la vitrine justement de l'écosystème dans lequel potentiellement elle va rentrer. Donc s'il y a un bon setter qui a une bonne posture, qui a une bonne crédibilité, qui a une bonne aisance orale, et déjà ça inspire grandement confiance. Après il y a tout ce qui est nurturing, un peu, je sais pas, je te dis une connerie, campagne mail, ça peut être aussi des messages sur WhatsApp, mais j'aime bien en ce moment faire avec des infopreneurs bosser non plus sur WhatsApp parce que ça peut être très simple, c'est d'avoir juste un autre numéro WhatsApp, de mettre le prénom, une photo, et puis le gars il se dit ok. Je préfère beaucoup plus passer maintenant sur Instagram, et dans l'idée ça serait tout simplement de créer un groupe si on est sur WhatsApp avec le closer, l'infopreneur et puis potentiellement le setter qui va créer le groupe. Et sinon dans le groupe Instagram, ça sera de tout simplement avoir une discussion avec la personne en face, et puis ouais, dans l'idée ça serait de faire généralement de demander à ce que la personne se présente une fois que le setting est fait, de vraiment demander à ce que la personne se présente dans le groupe WhatsApp ou alors dans Instagram. Et sinon ce sera tout simplement de lui faire un petit vocal personnalisé ou une vidéo personnalisée où on essaye de planter certaines graines sur l'engagement, sur la ponctualité, sur le fait de passer à l'action de manière massive et d'envoyer un petit vocal le matin. Et c'est ok, tu vois, généralement c'est pas... Ça reflète beaucoup de l'autorité en vrai. Le show-up, l'autorité qu'a l'infopreneur sur le marché. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui, et tu arrives à atteindre un taux de show-up de 80-85% sans trop de soucis. Tu dois le voir toi aussi avec ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, surtout avec le contenu long, honnêtement, je pense que c'est ce qui me positionne. Parce que moi, la plupart de mes leads entrants, ils viennent justement des podcasts, des formats longs ou quoi. Et du coup, c'est des personnes qui show-up, alors qu'au début, tu vois, moi j'étais full prospection ou quoi. Là, tu voyais qu'il y a une personne sur 3 qui vient pas. Ça commence à lâcher. Ok.
Ok, maintenant pour parler un peu de la montée en compétences, justement pour les personnes qui veulent améliorer leur taux de closing par eux-mêmes, etc. Est-ce que tu as parlé un petit peu des méthodes, etc. Comment est-ce que toi t'as fait? Est-ce que tu regardais tes calls? Est-ce que tu analysais? Ouais. Moi, il faut prendre en compte que ça soit cold call, porte-à-porte, closing, que ce soit corporate ou peu importe, un quart, un tiers de tous mes calls, je les réécoutais. Je l'ai réanalysé, donc ça passait par l'introspection, parce que pour moi, j'ai quand même un acheminement de l'amélioration, de la montée en compétence, c'est déjà de pratiquer. Donc, sans pratique, on fait rien. Mais si on pratique dans le vent, si on pratique un jour A, un autre jour C, un autre jour F, et ben on est juste en train de faire de la nage sur place ou alors de tirer à blanc. Donc il faut qu'on pratique selon un process qui est prédéfini. Et du coup, cette pratique selon ce process prédéfini nous permet d'en tirer une expérimentation. Cette expérimentation nous permet d'en tirer une conclusion. Et cette conclusion nous amène à soit une introspection si on est seul, soit un feedback si on est accompagné par un mentor. Et puis c'est ce qui nous pousse du coup à avoir une réussite quantifié en compétences, en skills ou alors en cash. Mais dans l'idée, ce serait de réécouter la majeure partie de ces calls, d'avoir cette introspection-là. Aujourd'hui, avec l'IA, même si je suis pas très friand de ça, parce que l'IA n'a zéro expérience sur le terrain, tu vois. Je trouve ça un peu paradoxal que l'IA m'apprenne de la vente alors qu'elle a jamais rien vu, tu vois, rien vendu, pardon. Mais sinon, ce serait de réécouter la majeure partie de ses calls, d'être le plus, on va dire, autocritique et de dissoudre son ego. Je dis souvent une phrase en vente qui est no ego for bingo. Il faut savoir mettre son ego plus bas que le sol, plus bas que le tapis pour que tu puisses simplement te dire à chaque fois comment je peux faire mieux, 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 comment je peux faire mieux. Ouais, donc ça passe déjà par un changement mental et de comprendre que t'es pas le meilleur, que t'as un gap et que tu peux toujours t'améliorer, même quand au final t'arrives à avoir des bons taux, tu peux toujours faire mieux en soi. Exact. Tant que t'es pas à 100%, t'es pas à 100% finalement. Ok, et maintenant justement pour la partie avant-vente que toi t'as parlé, le setting, aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression que tout le monde recherche du monde. Et pourquoi est-ce que cette compétence-là, elle est si compliquée à trouver du monde et si importante? Pourquoi elle est si importante? Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la première vitrine, c'est la première personne, c'est le premier maillon de la chaîne du cycle de vente. Donc c'est sûr qu'elle est importante parce que sans le setter, le business tourne pas derrière. C'est aussi simple que ça. Pourquoi aussi elle est aussi recherchée pour cette raison? Pourquoi les personnes, on a du mal à trouver des setters sur le marché, que ce soit en DM ou alors que ce soit des appointment setters? Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est assez ingrat. Si tu fais du setting pendant 1, 2, 3 mois, tu vas directement vouloir devenir closer, ou alors tu vas vouloir devenir gros opérateur, ou là tu vas vouloir peut-être faire partie justement des élèves dans l'accompagnement que tu sets. Donc c'est juste que c'est pour moi un métier assez ingrat pour la majeure partie des personnes aujourd'hui qui sont dans l'infoproduit, qui voient des personnes qui font 5, 10, 15, 20 cas par mois et qui au final eux font 2, 3, 4, 5 cas au grand maximum et se disent pour le temps que j'y prends, ça reste quand même ingrat. C'est juste une question, je pense, d'ingratitude. Si c'est dur de trouver des setters aujourd'hui. Donc peut-être pour avoir des vrais players, il faudrait très bien les payer et à ce moment-là, peut-être que ça ferait... Exact. Ça serait plus stable, quoi. Ok. Pour moi, ce serait ça le nerf de la guerre, ce serait d'augmenter le delta, le pourcentage sur les commissions pour que du coup le gars ne se dise pas j'ai envie de devenir closer en fait. Bien sûr, ok. Tu parlais un peu du Loot Wall Street au début. Est-ce que toi, les US ou toutes les manières de vente qu'il y a là-bas, qui sont bien différentes justement de la France, c'est quelque chose qui t'a inspiré? Et est-ce que tu vois des choses qu'il faut peut-être pas prendre de là-bas quand tu es sur le marché à faire? Est-ce que ça m'a inspiré? Tu te doutes bien que quand j'ai entendu chaque jour dans ma vie « Oui, allô John ?» je veux bien que ça m'a inspiré, mais je me suis beaucoup réconforté sur le marché occidental. Moi, j'ai beaucoup plus appris et je me suis beaucoup plus inspiré au départ par des acteurs dans le marché francophone. Pourquoi? Parce que la vente outre-Atlantique ou alors ici en Occident est très différente. On a une manière de dépenser qui est différente. Là-bas, ils ont ce qu'on appelle la carte de crédit. Tu vois, là-bas, c'est juste une culture aussi qui est différente, entrepreneuriale, prise de risque, investissement sur soi. Donc, est-ce que ça m'a inspiré sur l'énergie à 100%? Ça m'a inspiré à 100% sur l'énergie quand je peux prendre en compte par exemple des Grant Cardone ou des Andy Elliott, mais sur la manière vraiment de vendre les choses, je suis pas aligné justement sur le marché occidental. Je suis pas aligné sur le marché occidental, je trouve que c'est un peu trop shark encore pour certaines personnes, bien que sur le marché US aujourd'hui, je me suis formé sur le marché US pour faire ma vente transformationnelle aujourd'hui, sur du scriptless closing, donc on peut aussi ne pas vendre de manière shark aux States, quoi. Mais il faut savoir adapter en fait les techniques aux States en Occident parce que du coup notre persona est différent aussi.
T'as dit que la vente c'est quelque chose qui est très Ouais. émotionnel. Comment est-ce que justement on va faire passer à l'action quelqu'un qui a pas forcément l'habitude par justement les émotions? Déjà, comment on arrive à capter les émotions? Comment on arrive à capter les émotions? Déjà, on le capte durant la phase de discovery, durant la phase de découverte. C'est ce qui, pour moi, fait 90% de ton call. Si ta phase de découverte, elle est bonne, ton call sera bon. Ouais. Parce que c'est du moins durant cette partie-là où tu vas déterminer le pattern avec lui qui fait qu'il est encore bloqué dans sa situation actuelle. Et l'idée, en fait, c'est durant la phase de discovery de déterminer directement la problématique dans sa situation actuelle, c'est de comprendre l'impact de cette problématique dans les domaines multisectoriels de sa vie, donc pro, privé, finance, santé, et c'est aussi de comprendre la durée, ça fait combien de temps qu'il vit cet impact assujetti à cette problématique, et ensuite on arrivera du coup à relier les émotions au problème, parce qu'on arrivera à poser une question hamburger, où on arrivera à déterminer, à lui poser la question de ok, par exemple Clovis, toi le fait que tu sois pas encore libre financièrement, géographiquement, et que du coup tu ne peux pas te permettre de voyager tous les jours de l'année, ou alors que tu dois regarder ton compte, etc., et que ça dure pendant 3 ans. Enfin, qu'est-ce qu'il se dit le Clovis le soir quand il rentre, ou qu'est-ce qu'il se dit le Clovis quand il se réveille le matin? Donc je te l'ai caricaturé, mais l'idée c'est de prendre problématique, impact, temps, et c'est de justement faire cette question hamburger pour qu'elle soit beaucoup plus deep, et non pas juste te dire ok toi Clovis, comment tu te sens à travers ça. Alors, en fait il y aura beaucoup moins de profondeur dans la réponse que la personne elle va t'amener. C'est pareil si moi je te parle d'une manière ultra, on va dire, posée, donc on va appeler plutôt ça, hein, je whippine peut-être un peu tout, mais comme ça te donne la value. On peut appeler ça du slow pacing. Si tu vas aller bien deep durant les phases émotionnelles, il faut que tu parles beaucoup plus lentement, parce que ton taux vibratoire sera beaucoup plus élevé. C'est sur l'échelle conscience de Hawkins. Et puis du coup, tu vas pouvoir aller beaucoup plus deep, et tu le ressens en fait sur la manière dont on parle, dont on te parle. Si ton taux vibratoire est beaucoup plus élevé, ton cerveau arrive à percevoir les choses d'une manière au vu des neurosciences, arrive à percevoir les choses très différemment que si on te les disait sur un taux vibratoire qui est très bas. Et puis ouais, je me suis perdu, et j'aime bien le faire de toute façon, j'aime bien le faire. Et très intéressant en tout cas. Ok, je vois très bien. Et du coup, ouais, c'est vraiment de la psychologie humaine, là c'est très intéressant ce que tu nous dis. Ouais. Et pour apprendre tout ça, est-ce que ça passe par des livres? Parce que je pense que le terrain c'est très bien, mais avoir une conscience de tout ça, c'est très important quand même. Alors, je pourrais te dire que tu peux faire que de la théorie et pas de la pratique, et ça le fait. Que de la pratique, pardon, et pas de la théorie, et ça le fait. Un peu de feedback, et c'est ok, tu vois. Ok. Mais en soi, oui, lire des livres, ça sera toujours pertinent. Moi, j'ai beaucoup aimé Influence et Persuasion, j'ai beaucoup aimé Ne jamais couper la poire en deux, j'ai beaucoup aimé L'art de la rhétorique, j'ai beaucoup aimé Spin Selling, etc. C'est sûr que c'est des choses que tu arriveras à implémenter, mais de toute façon, la théorie ne vaut rien sans la pratique, et puis t'as beau, du coup, lire pendant 10 ans des livres en vente, si tu l'as pas pratiqué ne serait-ce qu'une seule fois, ça te servira à rien, et sera beaucoup moins bon que la personne qui fait depuis 10 jours ou 1 mois de la vente et qui n'a pas lu un seul livre de sa vie. Ouais, donc c'est une alliance des deux avec quand même une majorité sur la pratique. Ouais, même Grosse pour moi, majorité. c'est un 80-20 facile sur la pratique à 300%. Tu vois, moi, Bien sûr. j'ai pas lu énormément de livres en vente, et pourtant, j'ai que pratiqué, et ça m'a pas desservi. Parce qu'en fait, tu comprends au final sur le terrain tout simplement. Ok, Exact. très bien. Pour revenir un petit peu à toi, ce que tu fais, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que tu crées du contenu. C'est quoi l'objectif derrière ça? Est-ce que c'est démocratiser un peu la vente? C'est quoi? Eh ben, c'est une bonne question, Clovis. C'est une très bonne question. Est-ce que ça serait démocratiser la vente, comme le fait par exemple aujourd'hui Andrés Contreras-Gracie sur le marché US, où on va dire, il la rend plus accessible, l'apprentissage de la vente la rend plus accessible? Pas forcément. Je pense que j'ai été beaucoup essoré sur ces 5-6 dernières années à manager des sales teams, et tu te rends compte qu'au final, tu peux pas changer les gens s'ils ne veulent pas se changer intrinsèquement. Donc là, l'idée, ça serait déjà de faire moi mon petit bonhomme de chemin, de ne pas justement vendre des accompagnements par exemple en B2C, parce que j'ai pas envie de, entre guillemets, taper ceux qui sont en dessous de moi en termes de compétences, de leur faire prendre, enfin de leur prendre quelque chose. Je préfère plus taper sur ceux qui sont au-dessus de moi pour leur faire fructifier leur CA, et derrière de pouvoir prendre des personnes qui sont en dessous de moi en termes de compétences et de les tirer avec moi et de les monter sur le terrain. Le but derrière le contenu, ça serait de montrer au monde ce que je vaux. Ça serait ça, pas par sentiment de notoriété, de gloire ou de quoi ou qu'est-ce, mais ça serait de potentiellement
inspirer des personnes, parce qu'il est vrai que quand moi j'ai commencé, j'avais aucune base sur laquelle je pouvais me reposer. Je connaissais pas tout ce monde de l'infoproduit ou alors de la création de contenu, donc j'allais même pas sur YouTube ou alors sur Insta ou sur quoi ou qu'est-ce pour voir si certaines personnes sur Terre faisaient exactement ce que je fais. Mais ouais, ça peut potentiellement être d'inspirer. Maintenant, j'ai pas de but fondamental aujourd'hui, si ce n'est juste de créer du content pour que je sois le maximum visible à travers les réseaux et que le grand public voit ce que je vaux, tout simplement. Bien sûr, ok. Et tu as beaucoup parlé justement de management de sales team. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour les gens qui veulent commencer à déléguer le closing, etc. Est-ce que toi, tu as des conseils pour les gens qui sont à ce stade-là? Ouais, alors sur la partie management pure et dure, à mon humble avis, ce qui était le plus dur, c'était vraiment le côté d'être drastique, parce que bah, tu sais, en tant que sales, on est très, pour les meilleurs, je pense, très folklorique. Donc on sort beaucoup des cases, et puis moi, j'ai du mal à rester très sérieux, tu vois, pendant une certaine durée de temps en partie. Donc c'est vraiment le côté d'instaurer justement des règles avec des warns, des avertissements. Si tu remplis pas ton CRM correctement, une fois c'est ok, deux fois c'est un avertissement, troisième fois tu sautes, ou alors tu as un abaissement de tes commissions. Mais c'est vraiment on va dire de structurer la chose, de professionnaliser, de rendre responsable la personne qui est avec nous. Donc ce serait vraiment ça sur la partie management pure et dure en vrai. De faire responsabiliser la personne qui est en face de nous. Et pour ça, il faut lui donner justement des droits et des devoirs. Ok. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, déléguer son closing, il y a un certain stade avant lequel il ne faut pas le faire, ou est-ce que tu penses que ça peut se faire assez tôt? Pour moi, de toute façon, si toi, aujourd'hui, tu prends en plus toi, tes propres appels de closing, tu te rends compte qu'après chaque appel que tu prends, tu développes une certaine... Tu montes en compétence, plus ou moins, indirectement. Donc moi, je conseillerais de toute façon à toutes les personnes aujourd'hui qui sont en capacité de prendre des rendez-vous parce qu'ils ont un flux de leads qui n'est pas non plus trop élevé, bah de continuer à prendre leur rendez-vous tout simplement. Mais pour moi, ouais, le bottleneck, c'est une fois que tu n'arrives plus à assumer parce que tu as 4, 5, 6 rendez-vous et que tu dois assumer la delivery derrière, bah, faut juste très rapidement sortir de l'opérationnel sur la partie sales. Pour moi, ça serait que ça. Tant que c'est pas le cas, tant que tu as assez de temps pour créer du contenu, pour délivrer, pour faire ton acquisition, et bah, du coup, tu as autant en fait monter en compétence sur la partie sales en closant. Moi, ce serait mon avis, que de déléguer le plus rapidement possible. Parce que la personne à qui tu vas vouloir déléguer, bah, elle se sentira un peu jetée dans le grand bain, parce qu'il y aura personne pour la monter en compétence, il y aura personne pour du coup lui donner les bons feedbacks. Donc ouais, je partirais beaucoup plus à l'idée de déjà se monter en compétence soi-même pour derrière du coup pouvoir donner un son de cloche quand on voudra déléguer. Très bien. Ouais, on dit souvent que c'est une des parties qu'il faut déléguer la plus tard possible. Enfin, ouais. Pas dans les premières, quoi. Mais en fait, c'est très important, c'est sûr. Et toi, justement, avec toute cette expérience en vente, toute cette partie psychologie humaine que tu as bien compris, etc., est-ce que tu vois que dans les autres aspects de ta vie, ça a un impact? Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut l'avoir, justement. Quand j'ai commencé la vente, j'ai commencé vraiment éduqué, forgé à la Wall Street, et puis je me suis rendu compte de manière paradoxale à quel point j'étais un mouton, à quel point la société est constituée justement d'une manière assez étonnante quand tu te rends pas compte de ce qu'est la vente, qu'au final le boulanger, le pâtissier, le boucher, le gars du centre commercial, ils sont tous là du coup avec leurs petites ventes additionnelles ou quoi ou qu'est-ce, mais ils sont tous là pour te vendre un petit truc en plus, et là tu comprends, ah ouais putain, ah j'étais vraiment un mouton avant, ah ouais en fait c'était ça la vente, ah ouais ok j'avais pas compris finalement. En fait, pour être bon en vente, il faut être bon en tant qu'être. Tu sais, en closing, on parle beaucoup d'internal mastery. Si toi, déjà, tu ranges pas ta chambre, tu vas pas demander à quelqu'un d'aller ranger sa chambre. C'est pareil pour, du coup, quand tu vas lui dire, bah, passer à l'action, quand tu vas lui dire de prendre la responsabilité pleine de tout ce qui lui arrive aujourd'hui dans sa vie, ça passe aussi par le fait de lui dire de s'engager pleinement sur la personne qui veut être et non pas sur la personne qu'il a été. Donc, ça passe par le fait d'être une meilleure personne. Plus tu es une meilleure personne, plus tu es un meilleur vendeur. Maintenant, ce qui est compliqué avec, on va dire, la vente, c'est qu'il faut être à 100% à chaque appel. À chaque, en fait, c'est, je vais pas dire théâtral, mais il faut être au maximum, à l'ultimum de ses capacités à chaque fois que tu as une personne qui est en face de toi. De toute façon, tu ressens que tu prends confiance en toi, tu prends beaucoup plus confiance en toi parce que bah, du coup, tu communiques tous les jours avec des personnes, et puis tu te rends compte aussi que si tu veux vendre, il faut que tu aies le lead, et s'il faut que tu prennes le lead, il faut que tu aies une posture qui soit différente, et que bah, du coup, si tu le fais avec des clients, tu vas te rendre compte que de manière subconsciente, tu vas le faire aussi avec les personnes qui sont dans ton entourage. Moi, tu doutes bien que pour une personne qui a fait 5 lycées, qui a toujours eu des soucis de comportement
tôt, je ne parlais pas du tout de cette manière-là, et du coup mon professionnel est rentré dans mon personnel, et même ma manière de réfléchir, ma manière justement d'amener les choses, ma manière de comment je dis les choses, de comment je me comporte verbalement ou dans un langage non verbal était extrêmement différente. Mais ouais, c'est sûr que ça t'apporte et ça t'ouvre beaucoup de portes dans la vie, de pouvoir justement augmenter sa rhétorique, son vocabulaire, son art oratoire. C'est de pouvoir être un peu passe-partout, de pouvoir réseauter, communiquer avec des personnes qui sont dans des sphères beaucoup plus élevées, on va dire ça comme ça. Et puis c'est juste ça te réinvente en tout point en fait. Il fallait que tu me vois 5-6 ans avant pour te dire ouais non mais finalement ouais la vente ça l'a réinventé, c'est devenu une autre personne, ça peut limite modifier un peu ton ADN. Incroyable, magnifique. Écoute, non, c'est vrai. Très intéressant. Moi, je pense que c'était très, très profond et je pense qu'on a appris beaucoup de choses pour les personnes qui veulent justement avoir un meilleur taux de closing, qui veulent même juste devenir de meilleurs humains ou quoi et comprendre que la vente, ça peut les aider sur beaucoup de points. Maintenant, si jamais toi, tu as un conseil, un truc que tu as envie de partager aux gens qui vont regarder ça pour un peu conclure tout ça, ce serait quoi ? Ouais, est-ce que toi, tu as une question par exemple sur tes appels de closing ou est-ce que tu ressens que tu as un truc où tu bloques des fois, où il y a à chaque fois durant une phase de l'appel où tu te rends compte qu'il y a un hic. Un truc que tu as dit et qui m'a paru très intéressant, c'est que 90% de l'appel, c'est le début, en gros. Ouais, c'est, exact, c'est la discovery. La découverte. Et moi, ça, c'est pas du tout quelque chose que je conscientisais et sur lequel je mettais assez d'attention, je pense. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel que j'ai tiré, entre guillemets, de cet épisode et que sur lequel je vais faire beaucoup plus gaffe. Moi, ce que je pourrais dire, si on reste vraiment sur du high ticket, sur du closing, on va dire, dans l'infoproduit, ça serait de donner le framework entier en fait de comment tu peux closer quelqu'un, comme ça je te le donne aussi. Donc l'idée c'est qu'il y a 4 piliers qui sont fondamentaux qu'on peut pas toucher, c'est l'introduction, c'est le cadrage, la transition vers le pitch et la transition vers le prix. Le reste ça peut être un framework qui peut être on va dire plus ou moins modulable et flexible en fonction de la conversation qu'on a avec la personne, mais l'idée c'est que déjà on ait une intro qui soit ultra courte, de 30-40 secondes, non pas de vraiment lui demander d'où est-ce que vient la personne et est-ce qu'il fait beau temps chez elle, mais juste de lui demander comment sa journée s'est bien passée et s'il a 30-40 minutes devant lui, s'il les a du moins prévues, ok c'est bon, l'intro elle est faite. Derrière c'est de lui expliquer potentiellement que le call il est divisé, sectorisé en 2 parties. Donc la première c'est que du coup je vais avoir besoin de comprendre toi Clovis, quels sont aujourd'hui tes blocages, tes objectifs actuels et surtout au moins que je puisse comprendre qui est-ce que tu es ou qui est-ce que tu étais et puis surtout quelle est la personne que tu voudrais devenir. Et en second temps, je pourrais bien évidemment répondre à toutes tes questions et aussi de te présenter de quelle manière j'arrive à apporter du résultat massif à nos élèves, par exemple. Et là, est-ce que ça te va ? Donc là, c'est bon, on a fait intro, cadrage. Et après, ça sera la grosse étape de discovery. Et c'est là où aussi, il faut que tu te rendes compte que si toi, tu fais pas bien ta discovery, sache que ton closing à 90% il est KO en fait, tu pourras juste pas closer. Et il faut juste que tu te dises que même en fait, il faut pas que tu sautes une étape tant que t'as pas senti que c'est bon, j'ai vraiment le truc. Ce que beaucoup de closers font aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils brûlent les étapes. En fait, ils disent, ok, c'est bon, j'ai plus ou moins la douleur, la problématique, c'est bon, je passe direct au next step, maintenant, j'aimerais bien comprendre sa situation désirée. Non, en fait, il faut vraiment que tu sois aujourd'hui conscient à 300% que t'as du coup, durant la phase de discovery, le problème, l'impact du coup de cette problématique dans les domaines multisectoriels de sa vie et depuis combien de temps ça dure, et de pouvoir rattacher toutes les émotions à ce problème-là. Et une fois que t'as ça, du coup, tu peux passer au next step, et là, c'est bon, t'es dans la phase de discovery. Une fois que du coup t'es dans cette phase là, t'es très bas on va dire émotionnellement, donc tu l'emmènes dans un paradigme enfer, on va dire ça comme ça, tu le descends très très bas dans sa situation actuelle et l'idée c'est de l'entrechoquer. C'est là où du coup on va avoir un bull moment ou un Jesus moment, une révélation en fait tout simplement durant cet appel, parce qu'en fait on va l'entrechoquer entre les deux paradigmes, enfer, paradis. Le paradis ça va être sa situation désirée et puis l'idée c'est lui demander, une fois qu'on a bien compris sa problématique, ok, où est-ce que toi t'aimerais bien aller, ce serait quoi ta situation désirée, et c'est de comprendre en fait chaque nuance de sa situation actuelle et désirée, de pouvoir du coup à travers du coup cette compréhension pleine et ces nuances, vraiment de voir tout ça en 4K OLED. L'idée c'est de se mettre vraiment dans ses bottes, de se mettre à sa place pour que ils comprennent à quel point le gap il est élargi entre sa situation actuelle et désirée. Et une fois que du coup on est dans cette phase là de ok, toi Clovis t'aimerais bien toucher 50K par mois en implémentant des podcasts pour des infopreneurs, qu'est-ce que toi t'as essayé pour sortir de cette situation A actuelle à cette situation D désirée. Et c'est là généralement où tu arrives vraiment à closer, parce que du coup on rentre dans une discussion où il n'y a plus de bullshit.
Et de toute façon, toute la discussion doit être orientée avec ça. Je t'envoie de la value. Je t'avais dit qu'il fallait que je t'envoie de la value. Donc là, c'est bon, je t'envoie toute la value que j'ai en tête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des discussions qui sont très bullshit, où il n'y a aucun sens du coup à la discussion. Et finalement, la seule chose que les personnes devront faire, c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'avant que tu prennes l'appel ou quand tu es en train de prendre l'appel, il faut juste que tu te dises cette phrase-là, que je puisse déterminer le pattern qui fait qu'il est encore putain de bloqué dans sa situation actuelle. C'est juste ça. Qu'est-ce qui fait qu'il n'en est toujours pas là où il devrait être aujourd'hui? Et c'est X, Y et Z. Et ça, généralement, tu l'as dans qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai essayé X, Y et Z. Ok, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi maintenant tu veux switch en faisant, du coup, par exemple, je te dis une connerie de l'e-commerce, du dropshipping? Ouais, parce que blablabla. Ou alors, j'ai rien essayé. Pourquoi maintenant, en fait? Pourquoi juste pas en fait rester dans ta situation actuelle? Clovis, t'as 17 ans, tu dois vivre chez tes parents, tu gagnes bien ta vie, ok? Pourquoi juste pas rester comme ça, en fait? Pourquoi juste pas Netflix and chill? Et c'est vrai que quand je dis ça, en fait, c'est beaucoup de patterns interrupts, et le closing 2025-2026, ça va beaucoup se reposer sur les patterns interrupts, parce que tu vas avoir des discussions qui sont très différentes des autres personnes que tu as pu avoir dans un cercle, on va dire, proche, ou alors, on va dire, côté pro. Et ouais, c'est fondamentalement ça. Et la suite, c'est ok, une fois que on a réussi à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il n'en est pas là dans sa situation désirée, c'est de le responsabiliser, de bien lui demander, ok, est-ce que maintenant tu penses que c'est de la faute à la mère à Macron, alors est-ce que c'est ton unique faute si t'en es dans cette situation actuelle? Et pour l'engagement, c'est de déterminer s'il est bien motivé à avoir ce shift mental, et derrière, c'est un peu de gérer la logistique, pendant encore combien de temps tu souhaites rester dans cette posture actuelle, et puis derrière, tu pitches, et puis let's go, quoi. Incroyable. Ok, très bien. Écoute, vous avez un framework parfait, complet, qui vous permettra de closer. Franchement, très content d'avoir pu tourner ce petit épisode avec toi. Merci beaucoup, Clovis, toi aussi, ouais. Avec plaisir. Et si les gens veulent te retrouver, je pense que c'est sur Instagram principalement, n'hésite pas. Insta, TikTok, ouais, de toute façon, je poste la même chose sur Insta, sur TikTok. Dans l'idée, ça serait bien que, du coup, je me lance sur YouTube. On est là pour ça. Il faut. Histoire de véhiculer un peu la vente à l'ancienne. À l'ancienne, mais à la pure et à la dure, on va dire ça comme ça. Et puis ouais, de toute façon, Clovis, t'as besoin de tips en vente, avec grand plaisir. Tu sais que je suis là. Et puis voilà, c'était un plaisir aussi de répondre à toutes tes questions, ultra sharp, ultra pertinent, comme tu le sais. Ouais. Et puis t'es le GOAT, Clovis. T'es le GOAT, man. Merci mec, à toi aussi. Et s'il y a des personnes qui sont justement infopreneurs, t'as dit que t'allais en prendre certains cette année qui nous regardent aujourd'hui, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et comment est-ce que ça peut? Sur Instagram, ça sera Sabedin, donc mon prénom sabedi.n. TikTok, c'est pareil. Et puis j'essaierai de rebrander, de renommer ma chaîne YouTube de la même des manières possibles. Mais de toute façon, vu que je vais envoyer beaucoup de volume à travers les réseaux, ils me verront sans forcément noter mon nom sur leur barre de recherche. C'est pas un souci, non? Parfait. Ça devrait le faire, ou alors le bouche à oreille fera le travail. Il faut, magnifique. Bon merci beaucoup, et puis abonnez-vous à nos deux d'Insta, YouTube, partout, et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Maïji.